À la une ce soir, les sargasses, le pire est encore à venir. Les prévisionnistes ont annoncé une nouvelle vague, plus impressionnante que la précédente. Harry Chalus a convoqué en urgence la 4e réunion de la conférence territoriale de l'action publique pour faire face à cette crise. Et la Guadeloupe, département au plus fort potentiel pour la croissance bleue. Selon une récente étude de l'IEDOM, cette économie représente un poids plus important chez nous que dans les autres DOM. Une émergence qui pourrait se traduire par la création d'emplois. Et les salariés de la CIMAD promettent de se mobiliser demain. Une grève pour protester contre le projet de loi Asile et Immigration examiné en ce moment à l'Assemblée. Quelles seront les conséquences de cette mobilisation? Réponse dans ce journal. Et enfin, l'association RIL lance la semaine du yoga dans l'éducation. Pendant toute la semaine, enseignants, personnels scolaires sont invités aux séances de formation pour apprendre les techniques du yoga afin de permettre aux enfants et aux adolescents de bénéficier des bienfaits de la discipline à l'école. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. On croyait avoir vu le pire, mais l'enfer des sargasses ne ferait que commencer. Les prévisionnistes ont annoncé une nouvelle arrivée d'algues brunes en quantité encore plus importante que la première vague. Pour faire face à cette crise, le président de région, Harry Chalus, a convoqué en urgence la 4e réunion de la conférence territoriale de l'action publique ce matin à l'espace régional du Rézé. Les conclusions d'Anne-Elisabeth Artsen. Réunis à l'initiative du président de région, dans le cadre de la 4e conférence territoriale d'action publique, les instances politiques se sont penchées ce matin sur le problème des algues sargasses. Effectivement, il y a les interventions des communes, des intercommunalités, du département de la région, il y a aussi l'intervention de l'État. L'intervention de l'État dans l'urgence et dans l'immédiat, ce sont 500 000 € de subventions pour acquérir du matériel et ce sont 500 000 € de subventions de fonctionnement. Simplement, il y a quelques lignes de crédit que nous pouvons mobiliser du côté de l'État dans la mesure où le ramassage des algues sargasses rentre sur ces lignes de crédit. On ne peut pas parler de budget actuellement. On sait que l'État met 1 million, dont 500 en investissement et 500 en fonctionnement. La région s'est engagée à accompagner déjà Guader pour pouvoir contrôler l'air sur 24 sites en Guadeloupe et dans les îles du Sud. Nous sommes prêts aussi à accompagner au financement des machines, mais c'est en fonction de ce que pourront apporter les communautés d'agglo. La solidarité nationale, en plus, parce que je crois que c'est 1,6 million sur les plages et 2,6 millions en mer, ça dépend des machines. Donc la région s'est engagée à accompagner car leur développement économique nous appartient. Mais pour l'instant, on ne peut pas parler de chiffres directs. À l'instar de la Carle, le conseil départemental a déjà engagé des fonds pour le ramassage de ces algues. Dans l'immédiat, il fallait, dans le cadre de mes compétences, agir au niveau des ports de pêche et des ports à passagers quand les deux sont ensemble. 100 000 € pour les 3 premiers ports et pour une semaine de travail. Nous intervenons à Terre-de-Bas. Ensuite, nous interviendrons à partir d'aujourd'hui sur les 2 ports que sont la Désirade et Cap-Esther de Marie-Galante. C'est enlever, donner la possibilité aux marins pêcheurs de faire leur travail. Compte tenu de l'ampleur des dégâts, 500 000 €, ce n'est pas suffisant. Puisque j'ai donné l'exemple où la Carle a dû investir près de 700 000 € rien que pour les 4 communes de la Carle. Donc forcément, pour la Guadeloupe, 500 000 €, on ne pourra pas aller bien loin avec une telle somme. On peut bien me dire que c'est déjà ça, mais je dis que nous avons la réalité en face et on aurait pu faire un effort beaucoup plus important. L'État dégagera donc des fonds publics nationaux après les évaluations des conseils de pilotage et technique concernant les besoins financiers permettant de trouver des solutions pérennes face à l'arrivée massive des algues sargasses sur notre littoral. Et les plages constituent un atout de taille pour notre archipel. D'après l'Observatoire régional du tourisme de Guadeloupe, sur la saison 2014-2015, 78% des touristes interrogés ont fréquenté les plages de l'archipel au cours de leur séjour et près d'un tiers ont effectué des sports aquatiques. Autant dire que le tourisme maritime est l'une des principales locomotives de l'économie. En fait, notre département est le DOM qui possède le plus fort potentiel pour la croissance bleue. Le détail avec Linda Kayarsi. En Guadeloupe, l'emploi maritime représente 7,1% de l'emploi total, soit le ratio le plus élevé parmi l'ensemble des DOM. Sur les 9000 emplois recensés, plus des 2 tiers sont liés à la présence de touristes en zone littorale et relèvent en ce sens du tourisme bleu.
Le tourisme maritime y est particulièrement présent et se positionne comme un facteur de croissance important. À titre illustratif, au mois de novembre 2017, le plus gros bateau de croisière jamais accueilli en Guadeloupe porte à 7000 le nombre de passagers présents au port sur une journée. La saison 2017-2018 devrait être encore plus dynamique, la Guadeloupe bénéficiant du report de trafic de haut lieu de la croisière de Saint-Martin, fortement impacté par les ouragans de septembre 2017. En ce qui concerne la filière nautique et les activités récréatives, leurs positionnements sont forts en Guadeloupe. Selon l'Association des professionnels du nautisme de Guadeloupe, environ 200 entreprises exercent une activité liée au nautisme en 2013. La plongée, par exemple, qui comprend une cinquantaine de clubs, compte près de 2500 licenciés en 2016. Quant aux installations performantes du Grand Port qui favorisent ainsi le développement du transport maritime et des activités portuaires, ils supplantent le secteur traditionnel de la pêche qui, en dépit de son fort ancrage dans le paysage guadeloupéen, apparaît sous-valorisé. Ces activités marchandes constituent aujourd'hui le socle de l'économie maritime de l'archipel et recèlent de forts potentiels. La poursuite de la structuration du secteur devrait permettre à la Guadeloupe de renforcer son positionnement et créer les conditions nécessaires à l'émergence de nouvelles activités bleues. La Guadeloupe dispose ainsi d'atouts indéniables pour que l'économie bleue soit au cœur de son développement. Et la question du développement du tourisme nécessite une gestion particulièrement efficace de la propreté urbaine. Trouvez-vous que la Guadeloupe est un département propre? Patrick Curie et Moïse Dexter vous ont posé la question. On écoute vos commentaires. Moi j'ai une impression parce que c'est la première fois que je viens en Guadeloupe. Je trouve que c'est un pays magnifique, voilà. Pas forcément, mais c'est pas propre à la Guadeloupe. Moi je viens de France et il y a des villes où voilà, sales aussi quoi. Donc ça dépend. Je trouve que Basse-Terre là-bas est plus propre qu'ici. Pas particulièrement. Il y aurait de grosses améliorations à apporter, je pense. Ouais. Pas toujours. Les plages, il y a encore à faire sur les plages. Les gens laissent beaucoup de bouteilles de verre, de choses comme ça, c'est un petit peu dommage. Parce qu'autrement, c'est un pays magnifique, donc c'est dommage. Ah, c'est déjà fait mieux quand même. Là, je trouve qu'il y a pas mal de plastique sur les routes, mais sinon, après, dans l'ensemble, il y a eu beaucoup d'efforts de fait. Ouais. Clean. Oui, le peu que j'ai connaissé, oui, il est clean. Oui. C'est vrai qu'effectivement, oui, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est propre, même déjà au niveau des plages. Ça dépend des endroits, je dirais. Il y a des endroits, après en Bretagne, c'est plus propre. Enfin, ça paraît pas plus sale qu'ailleurs. Enfin, après, j'ai pas mal voyagé, c'est quand même assez propre. Ouais. Pour l'instant, oui, là, ça va encore. Là, sur la grande route, là, entre Pointe-à-Pitre et Sainte-Anne, ça allait. Oui, c'est propre et beau, bien entretenu. Par contre, il y a quelques voitures qui sont abandonnées de temps en temps. Mais sinon, oui, non, c'est bien propre, c'est beau. Bon, on trouve un peu d'ordures, mais bon, on va dire que globalement, ça peut aller. La Guadeloupe n'est pas un pays tout à fait propre. Mais par contre, c'est en train de changer et ça est en train d'aller dans le bon sens. Maintenant, il faudrait un peu plus de poubelles dans les communes diverses et variées pour pouvoir faire quelque chose de mieux. C'est-à-dire qu'il faudrait que les maires se mettent un petit coup de pouce pour pouvoir proposer des lieux où on pourrait mettre tous nos détritus un peu plus souvent. Ça a l'air plutôt pas mal quand même pour l'instant. Hein. Voilà. On va passer 15 jours encore, donc si on se revoit dans 15 jours, on vous dira. Et depuis ce matin, le ministre de l'Intérieur défend devant la commission des lois son projet pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif, un texte qui ne fait pas l'unanimité. Jugé injuste, les salariés de la CIMAD intervenant au centre de rétention administrative ont décidé de se mobiliser, et ce sur l'ensemble du territoire national. Une manifestation qui débutera dès demain. Quelles conséquences? Les réponses avec Yvan Lemar. La CIMAD est une association de solidarité active avec les migrants, les exilés et les personnes réfugiées, présente dans l'Hexagone, en Guyane, Mayotte, à La Réunion et en Guadeloupe. Elle réunit une trentaine de membres dans notre département qui luttent pour le respect de l'égalité et du droit. Ici en Guadeloupe, on intervient sur plusieurs plans, à savoir on intervient au centre de rétention administrative auprès des personnes qui sont menacées d'être dans un délai très court expulsés du territoire. On les accompagne juridiquement pour qu'ils soient en mesure d'exercer les droits que leur confère la loi. Également, on accompagne des personnes qui sont dans des démarches de séjour, où également on leur donne des conseils juridiques pour qu'elles soient en mesure de faire respecter leurs droits. L'an dernier, près de 200 personnes en rétention administrative ont pu être accompagnées par l'association compétente sur différents champs d'action. Alors il va y avoir ce premier champ que j'indiquais du centre de rétention administrative dans l'urgence pour assister juridiquement les personnes qui en ont besoin.
et sur un temps un peu plus long, pour des procédures plus de séjour ou d'information plus générales sur des personnes qui ont des problématiques diverses et variées en tant qu'étrangers en situation irrégulière en Guadeloupe. Et également, on essaye de faire de la sensibilisation, du plaidoyer et d'attirer le regard de l'opinion publique sur la situation des personnes étrangères. Depuis aujourd'hui, une loi pour la migration maîtrisée et un droit d'asile effectif est à l'étude. De nouvelles mesures qui devraient modifier les modalités pour la demande de droit d'asile, les recours dans certaines procédures et allonger la durée de rétention, un projet dénoncé par l'association. Cette loi, elle représente en fait un recul massif du droit des personnes étrangères. Elle organise un contrôle encore plus restrictif que ce qu'il était déjà de ces personnes et elle organise un tri en fait des personnes migrantes dans une logique d'exclusion. Nos revendications, ça va être déjà le retrait de ce projet de loi qui risque d'inscrire dans le marbre tout un panel de recul des droits et plus largement une orientation vers une nouvelle politique migratoire que celle qu'on observe ces dernières années. Demain, l'ensemble des structures de la CIMAD sera en grève. Durant 24 heures, aucun accompagnateur ne se rendra en centre de rétention. Et à Martinique, le réseau de bus Mosaïque a été très fortement perturbé aujourd'hui. 51 lignes sont restées à l'arrêt sur 60. Un nouveau conflit où là intervient les anciens délégataires qui contestent la répartition du marché avec l'arrivée de nouveaux prestataires. Cette perturbation a laissé de nombreux usagers sur le bord de la route, comme a pu le constater Jean-Marc Dabreux. On regarde son reportage. Résignés, agacés. Les usagers de Mosaïque accusent le coup. Je n'ai pas de voiture, j'espérais avoir un bus. Ben là, je pense que je n'irai pas travailler. Je devais aller à Île-de-Presse pour aller chercher des courses pour ma mère et j'ai vu qu'il n'y a pas de bus. Et je suis resté là pendant 2 heures pour voir s'il y a du bus. Aucune information affichée sur d'éventuelles perturbations, mais le constat est là. Les bus ne passeront pas par ces arrêts situés le long de la route de Balata. Comme hier, on les a vus passer, on les a entendus, on ne s'est pas posé de questions pour aujourd'hui. Donc pour nous, il y avait des bus aujourd'hui. Il faut se rendre au centre de Fort-de-France pour lire que seules 9 lignes sur 60 sont opérationnelles. À l'origine des perturbations, le blocage par un groupement de transporteurs des dépôts de la compagnie de transport foyalaise. Ils protestent ainsi contre la perte d'une délégation de marché. Ceux qui ont eu l'appel d'offres, ceux qui ont eu le marché, c'est-à-dire par la CFTU, aujourd'hui, pour commencer leur marché, ils n'ont pas les moyens humains et ils n'ont pas les moyens en matériel non plus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les bus. Une contestation qui a déjà fait l'objet d'une décision de justice devant le tribunal de grande instance saisi en référé. L'attribution des marchés n'a pas été retoquée. Le groupement de transport demande donc l'action de l'État. Alors nous sommes arrêtés pour protester et pour demander aux services de l'État de mettre en place le contrôle de légalité qui fait la vérification dont est passé le marché. Depuis le 1er avril, les nouveaux délégataires ont commencé l'exploitation des lignes confiées et espèrent une avancée sur la question du transfert des salariés. Mais compte tenu que nous n'avons pas eu le transfert des salariés qu'on devait y avoir, puisque la partie sortante garde ces documents-là et ne transfère pas les salariés. Donc nous essayons d'assumer comme on peut. Une préoccupation partagée par la CFTU qui prône parallèlement l'apaisement sur ce dossier. Ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est que les salariés soient transférés, ensuite que des solutions soient trouvées pour l'ensemble des entreprises, de faire en sorte que les uns et les autres se retrouvent au mieux, pas nécessairement dans le cadre de ce marché de sous-traitance de la CFTU, mais il ne peut pas nous être demandé, en tous les cas à nous, CFTU, d'aller à l'encontre du droit. Un conflit qui se rajoute aux nombreuses autres perturbations qui ont déjà touché le réseau Mosaïque depuis le début de l'année, mettant régulièrement à l'épreuve la patience des usagers. Et restez sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, le débat public qui s'ouvre concernant le projet Montagne d'Or en Guyane. Et puis nous le verrons, l'association RI tente d'initier le personnel scolaire aux techniques du yoga afin de les transmettre aux plus jeunes. Au mois de février dernier, dans une tribune du quotidien Le Monde,
Un collectif de 156 députés a appelé à mieux encadrer les droits et la liberté de mourir des personnes en fin de vie. Un appel qui relance le débat autour de l'euthanasie. Êtes-vous vous-même favorable à ce qu'on accorde aux malades en phase terminale le droit de mourir? On écoute vos avis recueillis aujourd'hui par Karen Diama et Patrick Fury. J'ai travaillé pendant 13 ans dans un hôpital moyen séjour pneumologique avec des cancers du poumon en phase terminale. J'ai travaillé dans des services d'oncologie et même sous morphine, certains souffraient. Donc pourquoi les laisser souffrir s'ils le demandent? Nous sommes d'accord. Tout à fait. Pour dignement, c'est une bonne choix. Merci. Pourquoi vous pensez ça? Eh bien, de souffrir avant de mourir, c'est pas évident. Il y a trop de contraintes. On souffre. Vaut mieux de mourir dignement. Ben si c'est ce qu'il veut, si c'est ce que le parent veut, ben oui, pourquoi pas. Après, chaque personne a sa façon de voir les choses, quoi. Mais moi, j'ai pas trop mon avis à donner à ce niveau-là. Vraiment pas. Pourquoi? Ben parce que moi je préfère, dans ma vie, j'ai eu le cas et la personne a vraiment trop souffert et j'ai demandé au toubib de bien vouloir appuyer sur la seringue de façon à en finir dans les 48 heures qui suivaient. Et il a refusé, j'ai insisté, la personne est décédée et j'étais plus satisfait que de la voir souffrir encore une semaine derrière. Et si toutefois un jour il m'arrivait, moi je préférais qu'on appuie sur la seringue 8 jours avant ma mort, plutôt que de me voir souffrir. Déjà, si déjà la personne elle est d'accord déjà, ça peut se faire pour qu'elle puisse pas souffrir déjà. Et qu'est-ce que je dirais d'autre? Si les parents sont d'accord, oui aussi. Les parents, la famille, s'il y a toute sa famille est d'accord, bon, je dirais oui, pourquoi pas. Bien sûr, je vois pas ce qui empêche la personne de décider de sa façon de mourir, dans la mesure où la souffrance c'est elle qui le ressent, c'est pas l'autre qui est juste à côté ou de la famille. Même si la famille est d'accord ou pas d'accord, il y a quand même le ressenti, ce qu'on ressent soi-même et comment on voudrait quitter la terre. Et fermer ses yeux de façon digne. Voilà, pour moi c'est ça. Et en Guyane, s'est ouvert aujourd'hui le débat public sur le projet Montagne d'Or à Saint-Laurent. Ces consultations qui dureront 2 mois seront proposées sur l'ensemble du territoire. Elles ont pour objet de présenter le calendrier du projet, mais surtout de répondre aux questions des habitants. Un rendez-vous qui a été marqué par une marche de protestation organisée par la jeunesse autochtone. Le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Après plusieurs mois de préparation au débat public concernant le projet Montagne d'Or, le Conseil national de débat public va donner la parole à la population jusqu'au 7 juillet. Un dossier présenté par la compagnie minière Montagne d'Or est soumis à ce débat. L'objectif est de permettre à la population de s'exprimer. Des experts interviendront pour éclaircir certaines questions particulières lors d'ateliers thématiques. On a eu déjà des concertations entre 2014 et 2016. Le débat est un cadre important. C'est un cadre de débat avec une indépendance de la commission qui garantit l'équilibre, qui permet à tout le monde de s'exprimer, et c'est très important pour nous. La concertation se poursuivra avec un garant dans le cadre de la loi, du Code de l'environnement, mais nous voulons continuer pendant le développement, pendant l'exploitation, si nous décidons d'aller de l'avant avec ce projet, la concertation au sein, par exemple, d'un conseil coutumier consultatif ou d'autres instances que nous pourrions être amenés à créer afin d'avoir un échange continu avec les populations, les communes avoisinantes. L'ensemble des Guyanais doivent se déterminer, l'UTG comme d'autres organisations syndicales, comme d'autres corps constitués, comme d'autres associations, comme tous les Guyanais. Donc chacun est libre de son choix. L'impartialité de la décision finale appartiendra au Conseil et au maître d'œuvre.
Le Conseil national de débat public doit donner son compte-rendu dans les 2 mois qui suivent la fin du débat. Les membres de la commission eux-mêmes leurs frais ne sont pas pris en charge du tout sur ce budget, donc ça n'émarge pas sur le budget qui est mis à disposition par le maître d'ouvrage. C'est des budgets, c'est sur ces fonds d'État, c'est clair. De même que les indemnités. Et de même que les experts. Les experts ne sont pas financés par le maître d'ouvrage, mais sont financés directement par l'État. La première réunion générale a lieu ce soir à Saint-Laurent-du-Maroni et pourra être suivie en direct sur les réseaux sociaux. Et à l'occasion des 50 ans de l'assassinat de Martin Luther King, l'association Agapé organise tout au long de cette semaine un colloque autour de l'engagement de ce leader, défenseur des droits civiques des Afro-Américains. Des échanges et des débats qui auront lieu à la médiathèque du Lamentin. Un invité ce soir pour nous en parler, un spécialiste de la question. Bonsoir, Serge Mola. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors vous interviendrez lors de ce colloque qui a débuté ce soir avec la projection du film Selma, qui retrace cette marche de Martin Luther King. Lors de ce colloque, vous êtes docteur en théologie et vous avez écrit une thèse sur Martin Luther King, sur sa pensée. Les idées noires de Martin Luther King. Les idées noires. Que reste-t-il de la pensée de Martin Luther King aujourd'hui? Je crois que sa pensée, elle est très très forte et elle ne va pas cesser de l'être. Parce que les questions qu'il pose sur la justice, sur le rapport au pouvoir, sur le rapport à la religion, ces questions, si seulement elles étaient du passé, ce serait magnifique, mais le racisme est une maladie chronique, donc les questions demeurent. Il y a autour de ce colloque plusieurs thématiques qui seront abordées. Chaque soir, dès 19h, à la médiathèque du Lamentin, avec des intervenants, notamment aussi Steve Gardel, universitaire d'origine guadeloupéenne. Expliquez-nous en quoi le combat de Martin Luther King pourrait servir d'exemple aux Antillais. Alors c'est sûr que la situation antillaise n'est pas la situation afro-américaine, à l'évidence. Mais une part du passé des Antilles, le passé lié à la traite négrière, le passé lié à tous ces problèmes d'identité, puis aux Antilles, au problème de la colonisation. Ici, toutes les questions liées aux noms de famille, notamment liées perte des noms de famille africains, imposition d'autres noms de famille. Donc, toutes ces questions d'identité, toutes ces questions raciales, elles brouillent les identités aujourd'hui, elles brouillent les relations, et les questions de justice sont toujours présentes. Donc, il s'agit de s'en occuper, et la figure d'un King permet d'apporter un éclairage particulier sur tout cela, d'autant plus qu'il a toujours mis en avant un moyen exceptionnel, la non-violence. Quelle est la force de sa pensée? La non-violence, l'amour? Oui, la non-violence, parce que c'est un moyen qui annonce véritablement ce qu'on recherche. En français, on dit la fin justifie les moyens. King disait non, la fin ne justifie pas les moyens. Les moyens annoncent la fin que l'on recherche. Donc si on met en place des moyens de non-violence, alors on annonce vraiment qu'on veut construire avec l'autre, même si on est en difficulté réelle, longue, on veut construire un vivre ensemble. On connaît la fin qu'a eu Martin Luther King, qui a été assassiné. Est-ce qu'aujourd'hui, son discours, selon vous, peut avoir encore un écho? Est-ce que ce n'est pas une vision pour... Il est devenu une icône. Alors il y a deux aspects à cette icône. Un côté, on lui fait une statue, des rues, etc. Et puis, à cause de cela, on ne cesse de rappeler qui il était. On ne cesse de rappeler le mouvement. On ne cesse de mettre en avant justement cette non-violence. Donc il y a tout un côté éducatif qui est extrêmement important et qui, je crois, l'est tant pour les Afro-Américains que pour bien d'autres hommes et femmes de bonne volonté qui luttent pour la justice, où que ce soit. Serge Mola, vous parliez tout à l'heure justement de ce combat mené par Martin Luther King. Est-ce que les causes, puisqu'aujourd'hui les Afro-Américains votent, les Noirs antillais aussi ont le droit de voter, et ça depuis un moment. Je m'en réjouis. Est-ce que finalement les combats ont changé, mais y a-t-il aussi toujours des leaders de cette envergure? C'est vrai que les combats se sont déplacés, de la rue à l'université, des réseaux, j'allais dire physiques, aux réseaux sociaux. Les combats ne sont plus tout à fait les mêmes, mais les enjeux restent les mêmes. Le rêve, fameux rêve de Martin Luther King, il reste à l'horizon. On voit bien combien avoir la peau sombre aux États-Unis et peut-être dans bien d'autres parties du monde invite à être au bas de l'échelle plutôt qu'en haut de l'échelle. Donc il y a tout un regard qui est encore à changer, et King, en ce sens,
Et son combat reste intéressant et stimulant. Aujourd'hui, aux États-Unis, il n'y a peut-être pas des figures en termes d'individus, mais il y a par exemple le mouvement Black Lives Matter. Les vies des Noirs comptent, et quand on appelle un mouvement comme ça, c'est que justement il y a problème, donc le combat doit se poursuivre. Est-ce que vous avez le sentiment que la France est un peu en retard dans ce domaine, qu'on a du mal à avoir des leaders noirs comme ça qui émergent? Vous imaginez bien que ce n'est pas un non-français qui va commencer à mettre des points en disant avance ou retard. Je crois que ce qui est important, c'est de réunir les hommes et femmes de bonne volonté, hors frontières, hors question, quelle que soit la couleur de peau, quelles que soient leurs convictions religieuses ou non religieuses, mais s'ils veulent aider à construire un vivre ensemble, alors il est bon de s'unir. Serge Moula, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Je rappelle que ce colloque a déjà débuté, qu'il aura lieu tous les soirs jusqu'à samedi à la médiathèque du Lamentin. Le programme est disponible sur les réseaux sociaux notamment. Réunifier l'être humain sur le plan physique, psychique et spirituel. C'est l'objectif aussi du yoga. L'association RI, qui fête cette année ses 40 ans d'existence, a lancé la semaine du yoga dans l'éducation. L'idée est d'initier les enseignants, le personnel scolaire, afin qu'ils transmettent ces techniques aux enfants à l'école. On regarde le reportage de Karen Diama. Assistante de service social au sein d'un établissement scolaire, Karine utilise le yoga pour créer un sentiment de confiance entre elle et les élèves. Je travaille avec des élèves en difficulté sociale, familiale, financière importante, autant de facteurs qui contribuent parfois au décrochage scolaire. Donc le yoga permet une parenthèse pour soi, pour mieux se connaître, mieux retrouver ses forces intérieures et dégager de la place, de l'espace pour les apprentissages. Par le biais de jeux de rôle, chaque stagiaire se retrouve confronté à des situations du quotidien. Objectif, apporter tous les bienfaits du yoga à l'enseignement dispensé aux élèves. La petite chouette attend le verre bien gras que son papa apportera. Le verre. Pendant ce temps-là, le verre, oui, voilà, vous faites les vers de terre, allez-y, vous rampez comme les vers de terre. L'intérêt pour les élèves d'avoir ce genre de formation, ça va être, vous avez pu le remarquer, l'état d'attention, de concentration que les élèves avaient quand ils tenaient les postures et la possibilité ensuite de se remémorer ce qui s'était passé, de le visualiser et d'être dans leur ressenti, d'avoir une mémoire dans leur corps de ce qui s'était passé. 20 stagiaires ont ainsi pu profiter de conseils pratiques et adaptés à leur jeune public. Nous consacrons une partie de nos vacances justement à acquérir de nouvelles techniques pour apaiser le mental de nos élèves. Alors ce qui est intéressant dans ce stage, c'est parce que c'est un module d'approfondissement donc qui s'adresse à des personnes qui sont en charge d'enfants. Donc ce ne sont pas forcément des enseignants, mais des éducateurs sportifs. Il y a même une mamie qui est avec nous. Des personnes en fait qui sont en quête d'outils pour justement aider les enfants qui sont autour d'eux. Nous allons donc travailler justement à approfondir toutes ces techniques pour ensuite pouvoir les restituer à l'école, donc avec nos élèves, donc prendre en charge des gamins, tant en classe que dans des ateliers ou en salle de psychomotricité pour la maternelle. C'est un approfondissement donc pour les enfants de maternelle, d'élémentaire, du second degré et également les enfants à besoins particuliers. Prochaine étape, le 4e et dernier module qui devrait avoir lieu au courant de la prochaine année scolaire. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Faites des réserves d'eau si vous habitez à Sainte-Anne. Les coupures sont prévues dans votre commune demain soir dès 18h avec un retour à la normale le lendemain à 6h. L'équipe de l'établissement français du sang sera demain au centre commercial de Destréland à Bemao de 13h à 17h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler à la rédaction au 0 590 60 11 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mardi 3 avril. Nous l'avons vu ce soir. Les sargasses, le pire est encore à venir. Les prévisionnistes ont annoncé une nouvelle vague, plus impressionnante que la précédente. Richelieu a convoqué en urgence la 4e réunion de la conférence territoriale de l'action publique pour faire face à cette crise.
Et puis la Guadeloupe est le département des DOM qui a le plus fort potentiel de développement pour la croissance bleue. Selon une récente étude de l'IEDOM, cette économie représente un poids plus important qu'ailleurs, une émergence qui pourrait se traduire, selon l'Institut, par la création de nombreux emplois. Et les salariés de la CIMAD promettent de se mobiliser demain, une grève pour protester contre le projet de loi Asile et Immigration examiné en ce moment à l'Assemblée nationale. Et enfin, nous l'avons vu, l'association RI, qui fête ses 40 ans d'existence cette année, lance la semaine du yoga dans l'éducation. Pendant toute la semaine, à l'école hôtelière du Gosier, les enseignants et le personnel scolaire sont invités aux séances de formation pour apprendre les techniques du yoga. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h45.